Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité. Vous connaissez la formule grâce à nos invités experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et l'actu, justement, c'est Public Sénat qui l'a fait demain à partir de 17h avec le premier grand débat de ces élections européennes. Nous serons en direct du Parlement européen à Strasbourg avec les principales têtes de liste. C'est le coup d'envoi télévisuel de cette campagne des européennes. Certains ont déjà beaucoup à perdre, vous verrez. Et puis dans 45 minutes, on va revenir sur le large vote du Sénat ce soir en faveur d'un soutien à l'Ukraine. Le pacte de sécurité signé par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky a été validé comme hier à l'Assemblée. Le Premier ministre a mis en avant sa promesse de transparence. Une transparence que nous vous devons, car c'est un impératif démocratique. Une transparence qui passe par l'affirmation claire des positions de l'exécutif. Une transparence qui passe par le vote. Nous le devons à tous nos concitoyens français qui doivent savoir, sans ambiguïté possible, la position de chacun sur le soutien à l'Ukraine et la condamnation de la Russie. Que contient ce pacte de sécurité? Jusqu'où faut-il soutenir l'Ukraine? L'ambiguïté stratégique prônée par Emmanuel Macron fait-elle bouger les lignes en Europe? On répond à toutes ces questions tout à l'heure. Mais d'abord donc le premier débat des élections européennes organisé par Public Sénat et les journaux de la presse quotidienne régionale du groupe EBRA. Les têtes d'affiche, les grands thèmes, les règles du jeu détaillées par Cécile Sixou. Premier affrontement demain entre les listes engagées aux européennes. Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Léon De Fontaine, Raphaël Glucksmann, Valérie Ayé, Marion Maréchal, Thierry Mariani et Marie Toussaint ont été réunis par Public Sénat et les journaux de la presse régionale du groupe EBRA pour débattre à Strasbourg. Seul absent, la tête de liste RN, Jordan Bardella, a décliné l'invitation. L'explication officielle, c'est que Bardella a estimé que le 14 mars, c'est trop tôt pour un débat. Bon, effectivement, quelques jours auparavant, il avait lancé sa campagne, donc l'argument c'est trop tôt, ça me paraît un peu spécieux. Pendant 2h30, les candidats débattront de 4 sujets: l'agriculture, l'immigration, la guerre en Ukraine et les prix de l'énergie et le pouvoir d'achat. Ils auront 4 minutes sur chaque thème. Le débat débutera et terminera par une profession de foi où chacun donnera sa vision de l'Europe. Il y a eu 2 tirages au sort, un pour l'introduction qui commence, donc ce sera Raphaël Glucksmann qui va commencer, et il y a eu également un tirage au sort pour les conclusions, et la conclusion ce sera Manon Aubry qui va commencer, et ce sera Madame Valérie Ayé qui terminera. Ce coup d'envoi de la campagne des européennes sera donné demain à 17h30. J-1 avant le grand débat des élections européennes. On en parle, on l'analyse, on détaille les enjeux tout de suite avec Sophie Coignard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste et éditorialiste politique au Point et vous publiez La tyrannie de la médiocrité, pourquoi il faut sauver le mérite aux éditions de l'Observatoire. Florent Vadillo, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, président de l'ETERI et enseignant à Sciences Po. Laurence Denervaux, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous, vous êtes directrice du Cercle de réflexion Destin commun. Et j'accueille Émilie Zapalski. Bonsoir Émilie. Bonsoir Thomas. Éditorialiste politique. Qui joue le plus gros? Tiens, je commence par cette question, Sophie Coignard, demain. Peut-être Valérie Ayé, la tête de liste Renaissance? Oui, Valérie Ayé, et puis la doublure de Jordan Bardella, quand même, parce que c'est toujours pareil. Quand on fait la course en tête, en général, premièrement, on est un peu au centre des attaques, et on en reparlera peut-être. Thierry Mariani, il y a On en reparlera, pas mal de choses à dire. Oui. Et d'autre part, enfin, je veux dire, il y a cette histoire de course en tête, et puis il y a le fait que, comment vous dire, tout se cristallise en ce moment pour que vraiment le RN en général et Jordan Bardella, le grand absent demain en particulier, soit, comment vous dire, vraiment au centre. La cible de pas mal d'attaques. Non seulement, oui, la cible, et 2, au centre de toutes les attentions. C'est-à-dire, il va être vraiment. Enfin, cette liste, RN va être très scrutée. Il suffit de regarder tous les sondages. Le Monde en début de semaine, Le Point aujourd'hui, qui montre qu'il y a à la fois, bon, évidemment, une espèce de course en tête, et puis un changement sociologique dans la composition de l'électorat potentiel
du RN. Alors vous le disiez, avec une avance qui est quand même massive, 13 points devant la liste Renaissance, 20 points devant le troisième, Raphaël Glucksmann, pour le Parti socialiste, selon ce sondage publié par nos confrères du Monde, enquête Cevipof notamment, et puis on va voir aussi s'afficher les listes suivantes. Florent Vadio, peut-être un mot de cet écart. Est-ce que vous comprenez un tel écart? Comment vous l'analysez? J'avoue que je reste assez perplexe de la massivité de cet écart parce que le Rassemblement national commet des erreurs, a des éléments marqueurs politiques qui sont dirimants et qui ne l'atteignent pas. Sur la question de l'avortement, sur la question de la Russie, ça aurait pu être des éléments pour faire chuter le Rassemblement national. On peut d'ailleurs supposer que le président de la République n'était pas totalement dénué d'arrière-pensée en la matière, mais cette course en tête semble inarrêtable. Et plus les semaines passent, plus il accroît l'écart avec la liste numéro 2. Donc, il y a une forme de moment Rassemblement national, de moment Bardella également. Mais on est à 3 mois du scrutin quand même. On est à 3 mois du scrutin, c'est peut-être ce qui peut être aussi inquiétant, parce que d'autres peuvent s'effondrer et Jordan Bardella peut récupérer des voix. Il peut être aussi éreinté par la campagne, mais j'ai envie de dire que pour l'instant, ils ont des stratégies de rentier qui sont plutôt diablement efficaces. Et si je me permets de faire un parallèle, c'est exactement ce qu'a connu Emmanuel Macron en 2017. C'est-à-dire que pour l'instant, il est le favori à ce stade de la campagne et rien ne semble l'abattre. Donc il sera effectivement au centre des attentions et finalement, c'est peut-être celui qui a le moins à perdre. Parce que si cette stratégie de culbuto se poursuit, ce seront ses compétiteurs qui pourront encaisser des coups, notamment en son absence. Et on reparlera ensemble de la tête de liste Renaissance, Valérie Ayé, un peu plus tard dans ce débat. Laurence Denervaux des Saints Communs vient de publier, de réaliser une enquête auprès des électeurs français, allemands, polonais et espagnols. Là aussi, on pourra détailler un peu, mais peut-être côté français, un mot de l'image de l'Union européenne. Est-ce qu'on est plus ou moins sceptique que nos voisins ? Oui, effectivement. Alors là, ce débat qui ouvre très officiellement cette campagne va permettre de rentrer enfin dans les sujets européens. Et c'est nécessaire parce que les Français, dans leur ensemble, sont dans une assez grande distance et dans une assez grande défiance vis-à-vis de l'Europe, de l'Union européenne, mais surtout dans une grande méconnaissance. Et ça, c'est ce qui nous distingue en fait de nos voisins européens. Et c'est préoccupant, il faut y remédier. Donc, effectivement, c'est souhaitable qu'on parle au maximum d'Europe dans les prochains mois. Pour détailler un petit peu cette méconnaissance, on a 2 tiers des Français, 65%, qui disent « je n'ai pas une vision claire du fonctionnement de l'Europe et de ses politiques ». C'est plus élevé que dans les autres pays où on a enquêté. Et on voit qu'il y a un lien, en fait, entre la méconnaissance et la défiance. Parce qu'on a beaucoup plus de Français que d'Allemands, de Polonais, d'Espagnols qui disent que l'Europe a un impact négatif dans leur vie, ou bien qu'ils ne voient pas l'impact de l'Europe dans leur vie. Et puis, on a testé un certain nombre d'adjectifs. Ceux qui arrivent le plus haut, c'est une Europe bureaucratique, une Europe incompréhensible. Et celui qui arrive en dernier, c'est une Europe efficace. Donc, en réalité, les attentes des Français vis-à-vis de l'Europe sont dans cet adjectif. Si on le retourne, la première attente, c'est une attente d'efficacité. Je veux voir ce que l'Europe produit dans ma vie. Si vous voulez, quasiment comme sur Amazon, on veut pouvoir faire le suivi de la commande, quoi. Vous voyez, on veut savoir où ça va, où va l'argent des budgets de l'Europe, etc., comment ça fonctionne et ce que ça produit dans ma vie. D'ailleurs, ce sera l'un de nos défis demain avec Nathalie Moret, ça va être d'essayer vraiment de parler d'Europe quand peut-être, on verra, que peut-être les candidats voudront beaucoup parler de France et de politique française. Émilie, vous vouliez il me semble qu'il y a 2 ressorts pour cette progression du RN. C'est l'anti-Macron aussi. Il rassemble un petit peu l'anti-Macron maintenant, même si c'est un parti d'extrême droite. Ça joue, ça. Et puis, c'est aussi la défiance vis-à-vis de l'Europe. Je pense qu'il représente aussi cette critique qui est montante, parce qu'il me semble que dans les sondages, les Français particulièrement sont de plus en plus critiques au fil des années vis-à-vis de cette Europe qu'ils voudraient faire bouger. Et le RN représente ça aussi, cette idée de bousculer l'Europe. Maintenant, ils ne veulent plus sortir de l'Europe, mais ils veulent la changer. Et je pense que ça crée du ressort énormément. Mais par contre, ça change la façon dont on parle de l'Europe, parce qu'on ne parle plus beaucoup d'écologie. Oui. Alors, je veux bien vous entendre là-dessus, Sophie Coignard, sur cette défiance, méconnaissance-défiance. Intéressant de voir que les deux sont liés, des Français vis-à-vis de l'Europe. On peut peut-être faire un peu notre mea culpa, nous, journalistes, mais peut-être aussi beaucoup les politiques, voilà, c'est ça, ce que je veux dire. À condition de ne pas être tout seul du tout. Oui. Parce que, l'émission ne dure pas suffisamment longtemps pour que je puisse vous citer tous les cas. Et franchement, tous les responsables politiques, je pense en premier lieu à Nicolas Sarkozy qui a usé de cette ficelle de manière éhontée quand il était président de la République.
ces responsables politiques ont tout fait pour mettre les dysfonctionnements, leurs manquements, etc., sur le dos de l'Europe. C'est-à-dire, au lieu de décrire, au moins aujourd'hui, il y a un petit peu de lucidité au sein de l'exécutif sur le fait que ce n'est pas seulement l'Europe qui est une usine à gaz. Le président Macron est quand même allé en personne engueuler l'appareil d'État parce que les réformes ne se font pas, ce qui est une autre forme d'ailleurs de problème, parce que c'est vraiment le rôle du président. Non, mais on revient à cette question d'efficacité dont bien parlait sûr, Laurence tout à Nerveau. fait. Mais franchement, depuis que je suis journaliste politique, je vois des responsables au plus haut niveau de l'État qui dénigrent l'Europe. Souvenons-nous, non, mais avec des exemples effrayants, des exemples qui ensuite font de comment on appelle ça, de la légende urbaine, laquelle légende urbaine se retrouve dans les résultats de ce que vous citiez tout à l'heure. Ouais. Et ça peut aller jusqu'à le désir de quitter l'Europe. En l'occurrence, les chiffres là-dessus sont intéressants à citer, notamment par rapport au discours du RN actuellement. Donc aujourd'hui, la proportion des Français qui disent qu'ils seraient favorables à un Frexit, à une sortie de l'Union européenne, c'est 31% des Français. Ça m'a surpris. Et là aussi, c'est nettement plus élevé que chez nos voisins européens. En Allemagne, c'est seulement 24%. Ouais. Et si on trie par électorat, on voit que évidemment la réponse est là, parce que le seul électorat où ce souhait est majoritaire, c'est l'électorat du RN. C'est 56% au sein de l'électorat du RN. Ce qui veut bien dire que le Frexit reste véritablement un marqueur de la culture frontiste, même s'il s'en cache, même s'il s'il le nie. C'est assez clair de ce point de vue-là. Ouais. On va continuer de parler de la stratégie du Rassemblement national dans ce débat. Émilie, toutes les têtes de liste, on l'a dit, seront là, sauf Jordan Bardella. Et non. Le grand favori de l'élection européenne, si on en croit les sondages qui le créditent de près de 30% des voix, oui, il ne sera pas là. Il ne daigne pas participer à ce premier débat qui lance en quelque sorte la campagne électorale. Les arguments pour justifier son absence laissent perplexe. Ce serait trop tôt donc, pour que la tête de liste du RN nous honore de sa présence. Le scrutin n'arrivant que dans 3 mois. Bon, argument un petit peu. Alors on peut imaginer que le jeune homme a déjà pris la grosse tête après son passage tel une guest star au Salon de l'Agriculture, ses multiples interventions télé, sans compter sa présence, et c'est le seul politique dans ce cas, dans le top 50 du journal du dimanche des personnalités préférées des Français. Il est 30e quand même, après Alain Souchon et avant Mylène Farmer. Pour exemple, Gabriel Attal est 57e, Emmanuel Macron 63e. Donc il est dans le top 50. Alors au-delà de ça, la façon de répondre à cette invitation de Public Sénat par médias interposés, puisque la réponse a été donnée à travers la tribune dimanche, laisse aussi pantois. Je le cite, « Soyons sérieux et pourquoi pas Coquelicot TV », a insisté Jordan Bardella. Bon, on sait qu'il n'y a que 2 sénateurs Rassemblement National au Sénat, mais quand même... 3 peut-être 2 ou 3, alors... Il faudrait vérifier. Bon, en tout cas, peu. Mais en tout cas, un tel mépris pour la chaîne parlementaire, pour Public Sénat, c'est quand même assez rare. En creux, c'est un mépris aussi pour le travail parlementaire, finalement, qui s'y exécute. Et c'est quand même assez étonnant pour un parti qui ne cesse de se lamenter quand on méprise son électorat, et puis qui veut se normaliser avec, au Parlement, cravate et tutti quanti. Ça paraît quand même assez bizarre. Bon, c'est bien 3 sénateurs Rassemblement national. Est-ce qu'ils n'étaient pas prêts pour ce débat ? Alors, c'est vrai que dernièrement, le favori a fait quelques bourdes sur le caractère antisémite de Jean-Marie Le Pen et dernièrement sur les prix planchers agricoles proposés par Macron, qu'il a qualifié de trappe à pauvreté, alors que ça faisait partie des mesures proposées par Marine Le Pen lors des 2 précédentes campagnes présidentielles. Il est plutôt bon en interview rapide, pas mauvais en discours, on l'a vu récemment, mais le jeune de 28 ans doit peut-être encore faire ses classes pour les sujets de fond, on peut imaginer ça. Il laisse donc sa place à sa doublure, comme vous l'avez dit, Thierry Mariani, 3e sur la liste du RN, spécialiste des affaires internationales. Un drôle de choix dans cette période, marquée par le soutien à l'Ukraine, qui est monté en puissance par le gouvernement. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a rejoint le RN récemment. Il est connu pour ses positions pro-russes. En 2019, il était en Crimée aux côtés de Poutine au moment de la célébration de l'annexion du pays par la Russie. Donc quand même étonnant. La candidate Renaissance Valérie Ayé, qui a déjà fortement ciblé le parti de la Flamme lors de sa convention de samedi dernier, concernant son poutinisme justement, risque d'en remettre des louches pendant ce débat. Il va être la cible préférée sur cet aspect-là. Donc le débat, même sans Jordan Bardella, s'annonce donc musclé.
Bon courage Thomas, ça va être passionnant. Oui, c'est sympa, oui, ça va être passionnant, c'est très excitant. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je mets un coquelicot à la boutonnière? Oui, bon, je pense que je vais... C'est très Dans un débat, il faut que les arbitres placer soient le les mot. plus discrets possibles. Donc j'ai renoncé à cette mauvaise idée, mais c'était tentant. On va parler de Thierry Mariani, je vous propose de l'écouter. Il remet encore, on aurait pu trouver beaucoup de prises de parole, mais il y en a une relativement récente, publiée la semaine dernière, une vidéo sur ses réseaux sociaux. Il remet en cause l'aide européenne à l'Ukraine. Écoutez. À Bruxelles, il n'y a aucune limite pour aider l'Ukraine depuis longtemps. Alors vous vous en rendez pas compte, mais vous allez bientôt payer l'addition. Nous allons bientôt payer l'addition. Je vous prends qu'un exemple. Il y a 3 semaines, l'Union européenne a décidé, dans sa grande générosité, d'octroyer 50 milliards à l'Ukraine. 50 milliards. 17 en dons, 17 milliards de dons, c'est quand même pas rien, et 33 en prêts. Sauf que chacun sait que les prêts ne seront jamais remboursés puisque l'Ukraine est en faillite. Et les Français alimente le budget européen en moyenne à hauteur de 18,5%. Donc, quand l'Union européenne dit « je donne 50 milliards », eh bien, ça veut dire en clair, les Français donnent 9,25 milliards, c'est-à-dire 18,5% de ces 50 milliards. Au fait, vous avez entendu que Bruno Le Maire a dit que désormais, il fallait 10 milliards de moins pour les services publics et les programmes en France. Ça s'appelle un raccourci. Thierry Mariani, face aux... On a toutes les têtes de liste, sinon aux 7 têtes de liste. Est-ce que c'est une erreur stratégique, Florent Vadillo? Comment vous l'expliquez là aussi? Je pense que c'est une erreur stratégique parce que ça va imprimer le ton de l'analyse journalistique de ce débat. Et finalement, sans faire offense à Public Sénat, il n'y aura pas une masse de spectateurs devant le débat, mais je pense que la communauté des journalistes va scruter attentivement ses premiers pas. Et donc, il va y avoir une empreinte qu'il va falloir ensuite soit maintenir, soit défaire pendant la campagne. Donc, en soi, c'est une erreur stratégique. Néanmoins, d'un point de vue purement Rassemblement national centré, c'est cohérent. C'est cohérent parce que, souvenons-nous que dans le complément d'enquête consacré à Jordan Bardella, le seul responsable du Rassemblement national à s'exprimer, c'était Thierry Mariani. Et justement, ça n'était pas neutre parce qu'il n'était pas réputé proche de Jordan Bardella et il était introduit dans la cour des grands et il n'a pas démérité de ce point de vue-là. Ensuite, c'est cohérent parce que je pense que le Rassemblement national, à bas mot, veut faire un clivage, exactement comme aux États-Unis sur la guerre en Ukraine, avec une tentative isolationniste, avec une tentative, en tout cas non interventionniste, des accointances pro-russes de la part de Thierry Mariani, mais d'une manière générale, l'idée que ça n'est pas notre guerre. Et c'est un débat... Donc ça veut dire que le bras de fer proposé par Emmanuel Macron leur convient plutôt bien et je le crains, sur ce thème-là. Je le crains, et c'est pour ça que je trouve que l'erreur stratégique était plutôt le clivage politique proposé par Emmanuel Macron sur ce point-là. Il voulait polariser. Il polarise, mais il n'est pas certain qu'il soit à l'unisson de l'opinion française. L'idée d'avoir des soldats sur le sol ukrainien qui a été lancée a été, on peut le dire, peu accueilli avec ferveur. Et les raccourcis que Thierry Mariani vient de citer au même moment où la France fait une cure d'austérité, les mots peuvent être choisis, ça heurte également parce que ça fait bon sens populaire. Oui, c'est un peu facile, mais c'est du bon sens populaire. Sophie Coignard, je vous vois un peu dubitative. Est-ce qu'on pourrait aussi rajouter à vos arguments l'idée que le RN veut purger la question russe ? Vous voyez ce que je veux dire en début de campagne européenne. C'est possible. Alors, simplement, quand même, n'oublions pas que vous parliez de melon éventuel de Jordan Bardella. On peut dire ça comme ça aussi, oui. C'est vrai que ça rappelle qui ? Ça rappelle qui ? Le monsieur qui ne veut pas venir débattre avec les autres parce qu'ils ne sont pas à son niveau. Devinette, ça rappelle Emmanuel Macron. Lors de la campagne présidentielle de 2022. Et c'est aussi, de mon point de vue, quelque chose... Il y a peut-être aussi la référence à Donald Trump aux États-Unis, qui a refusé de participer au débat des primaires. En tout cas, moi, je pense que de ce point de vue, le remplacement par Thierry Mariani, est quand même un peu risqué. Alors effectivement, où je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas ce qui pourrait, malgré les erreurs, malgré les bourdes, malgré le caractère, comment dirais-je, terriblement démagogique d'un certain nombre de propos, on ne voit pas très bien aujourd'hui ce qui peut arrêter cette course en tête de Jordan Bardella. Donc effectivement, l'idée de purger l'affaire russe, puisque j'imagine que quand même ça va être très compliqué de faire
toute une série de débats sur ce sujet-là, est une hypothèse qui n'est pas à exclure. Oui, nous, il y a 4 grands thèmes. Il y en aura un qui sera consacré à la guerre en Ukraine. Sinon, on va parler d'agriculture et d'environnement, évidemment le pacte vert, d'immigration, quelle immigration pour la France. Et puis, on aura aussi une thématique autour de l'économie et du pouvoir d'achat des Français et de la dépendance énergétique. Peut-être la façon dont les Français parle aujourd'hui de l'aide militaire à l'Ukraine. Est-ce qu'il y a des avis aussi partagés que pouvait l'évoquer Florent Badillot tout à l'heure? Oui, d'abord 2 mots, si vous me permettez, sur ce qui vient d'être dit. Je voudrais quand même souligner que, en réalité, Jordan Bardella a déjà un petit peu gagné dans la séquence qu'on vient de commenter à l'instant, puisque, en réalité, il augmente déjà son temps d'antenne avant que ça ait commencé, puisqu'on a diffusé un extrait de Mariani, on en a parlé, on parle de lui, on ne parle que du RN. Ils réussissent à cadrer le débat. C'est le début du débat. Bien sûr, mais on va entendre Valérie Hayes. C'est qu'en fait, leur plus grande force, c'est ça, c'est de toujours cadrer le débat, donner le là, donner le ton, donner le sujet. C'est vrai que c'est de la stratégie politique. Dicter le tempo, quoi. Tout à fait. Je pense que qualifier Jordan Bardella de jeune homme, bon, il a à peine 6 ans de moins que notre Premier ministre, on sait qu'il est particulièrement, au contraire, chevronné, et je pense que sa faiblesse sur le fond des sujets, c'est pas tout à fait ce qu'on peut, entre guillemets, espérer, ou du moins ce qu'on peut on l'a vu quand même, on l'a vu plusieurs fois, très approximatif ces derniers temps. Mais c'est pas ce qui l'empêchera, je pense, de gagner. Donc je pense que c'est pas forcément là-dessus qu'il faut le combattre, mais c'est plutôt que cette esquive du débat, et je pense habile malheureusement, et moi je suis plutôt comme vous sur la ligne de l'idée qu'effectivement c'est l'idée de purger la séquence Russie. Mais donc venons-en effectivement aux priorités des Français pour ces élections. Que disent-ils du soutien à l'Ukraine par exemple? Sur l'Ukraine, l'opinion reste majoritairement en soutien à l'Ukraine. Ce sont 53% des Français qui disent nous souhaitons un soutien économique et militaire à l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Donc la phrase était quand même assez engageante. Mais cette majorité cache de grands écarts au sein de l'opinion par électorat. Et là, on retrouve exactement ce qu'on a observé aujourd'hui et hier au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ce soutien est très majoritaire au sein de 3 familles politiques, Europe Écologie Les Verts, PS et plus encore Renaissance, et majoritaire également chez LR. En revanche, il est minoritaire chez LFI et chez le RN et Reconquête, donc la gauche radicale et l'extrême droite se rejoignant, si vous voulez, dans cette opinion défavorable au soutien à l'Ukraine. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la fierté du soutien que l'Union européenne a apporté à l'Ukraine a tendance à s'éroder. En un an, elle a énormément chuté. Elle est passée de 51% à 42%. Donc il y a en fait un effet du discours de LFI et du RN sur leurs électorats. Je propose qu'on revoie le sondage que je donnais tout à l'heure sur les intentions de vote. Alors évidemment, c'est une photographie à l'instant T. Je rappelle toujours ça avec cette avance pour Jordan Bardella. Et alors, Florent Badillot, si on fait les maths, do the math, comme disent les Anglais, les 31% de Jordan Bardella, c'est plus que les 4 listes de gauche. Oui. Donc c'est quoi? C'est la faiblesse de la gauche aussi qu'on voit inscrite là dans ce sondage? En fait, il y a une vraie cohérence depuis plusieurs cycles électoraux. C'est effectivement une gauche qui plafonne, qui dépasse rarement les 35% en cumulé, qui cette fois-ci sur les européennes est plus faible encore. Et c'est la marque aussi d'un transfert d'électorat, d'une partie de l'électorat qui faisait les forces de la gauche, qui est désormais très clairement ancrée ailleurs, et principalement au Rassemblement national, c'est assez clair. C'est une gauche qui part divisée, mais qui, de toute façon, quand elle a été unie aux dernières élections législatives, n'a guère fait mieux. Donc, c'est un état de faiblesse, je pense, qui est assez durable de la gauche pour au moins un cycle électoral à venir. Et donc, la question qui se pose au sein de cette faiblesse, c'est qui assure le leadership? Parce que, in fine, ce qui compte, c'est la recomposition des alliances électorales pour les prochains cycles électoraux. Les municipales, qui seront importantes, mais avec des priorités locales très fortes, et les législatives à venir. Je saute les présidentielles, vous me le permettrez. Parce que la Pourquoi? Parce qu'elles sont ingagnables pour la gauche?
Écoutez, rien n'est impossible à tant d'années du scrutin. Bien sûr, bien sûr. Mais si une femme ou un homme providentiel à gauche se distingue, il n'a pour l'instant pas émergé. Ouais. Et donc la question qui se pose, c'est savoir sur quelle base les alliances électorales pour les législatives seront renégociées, sur les scores à la présidentielle ou sur les scores aux européennes. Et c'est en cela que les européennes vont devenir importantes. Et c'est pour ça que le débat de demain est aussi intéressant. Je fais ma pub en 17h, 19h30, Public Sénat en partenariat avec les journaux de la PQR du groupe EBRA. On va écouter Raphaël Glucksmann, qui est donc tête de liste pour le Parti socialiste et Place Publique, extrait de son meeting à Lyon, c'était le week-end dernier. Il rappelle sa différence finalement par rapport aux autres forces de gauche sur l'engagement européen. On a toujours dit que le fond dictait la stratégie. Donc on a des divergences de fond sur l'Europe avec la France Insoumise ou d'ailleurs le Parti communiste français. C'est pas une question de personne. Sur le rapport à l'Europe, sur la conviction que l'Europe peut être un véhicule de progrès social, que l'Europe peut être le véhicule de la transformation écologique. Nous, on en est convaincus. C'est pas le cas de tout le monde. Après, avec les écologistes, il y a des proximités sur l'Europe qui sont plus fortes. Et ça, c'est un choix stratégique qu'ils ont fait et ça nous va très bien. Le Parti socialiste fait certainement des économies, mais là, ce n'était pas le décor de son meeting, c'était en coulisses juste avant ou juste après son discours. Non, le plus important, Sophie Coignard, c'est vrai que Raphaël Glucksmann, pour l'instant, c'est celui qui émerge un petit peu parmi ces listes de gauche. Est-ce qu'il peut bénéficier d'une sorte de vote utile ? Je ne suis pas sûr que le scrutin européen s'y prête, mais... C'est-à-dire, oui, aspirer au dernier moment les voix d'autres listes de gauche. 71 autour de 11%, c'est quand même un peu audacieux de commencer à parler de vote utile. Oui, c'est trop tôt, mais bon. En tout cas, d'abord, il est tiré d'un très mauvais pas. C'est ce que vous mentionniez à l'instant, c'est-à-dire que le grand argument de Mélenchon et de LFI, c'était de dire, regardez, si on additionne toutes les voix de toutes les listes de gauche, eh bien, la gauche serait en tête dans les sondages. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, comme vous l'avez souligné. Et sincèrement, pour Raphaël Glucksmann, c'est peut-être un peu une déception, mais à mon avis, c'est un grand soulagement, parce qu'au moins, il n'a plus à répondre de la division. Il n'en est plus l'un des éléments générateurs. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, il y a... Est-ce qu'on peut appeler ça un vote utile ? En tout cas, on voit bien, quand on regarde les études d'opinion, qu'il y a une part de l'électorat d'Emmanuel Macron dans son aile gauche, dans mes souvenirs, entre 20 et 25%, qui aujourd'hui se déclare prête à voter pour Raphaël Glucksmann. Donc, on peut appeler ça un vote utile. On peut se dire aussi que finalement, si vous reprenez comment dirais-je, le caractère protestataire qu'a généralement et qu'un certain nombre de partis d'opposition veulent donner à ce scrutin, et on voit bien que le RN, de ce point de vue, met la gomme, eh bien, vous voyez que finalement la protestation, j'allais dire populiste, se reporte sur la liste Bardella, et que la protestation que je dirais élitiste et progressiste, pour reprendre les mots du président de la République, les progressistes, finalement, il y en a certains qui ne vont pas voter pour la candidate d'Emmanuel Macron, mais qui vont voter pour Raphaël Glucksmann. Laurence Zenervo, la cristallisation dans un scrutin européen, le moment, c'est très tardif, le moment où les électeurs font vraiment leur choix, parce que là, on est quand même à 3 mois, un peu moins, mais à 3 mois du vote. Effectivement, c'est plus tardif que dans un scrutin national, donc ça se jouera principalement dans le dernier mois, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que entre les sondages qui donnent les intentions de vote de ceux qui savent pour qui ils souhaitent voter, pour qui ils vont voter, et la réalité, il y a un gros décalage qui en fait, se situe dans ce qu'on peut appeler les indécis, c'est-à-dire ceux qui ont l'intention de voter, mais qui ne savent pas encore pour qui. Et pour ces élections, ils sont particulièrement nombreux. Et on a été les regarder de près, ces indécis. Il se trouve que ce sont très majoritairement des indécises. C'est à 69% des femmes. Et il se trouve aussi, et c'est pour ça qu'on a dit que le jeu restait ouvert, que les opinions de ces indécis ne sont pas alignées, ne correspondent pas à la vision du RN, en l'occurrence. Sur l'Ukraine, sur l'écologie, sur la vision d'une Europe forte et puissante, ils sont ailleurs. Et du coup, je voudrais revenir à l'analyse sur la recomposition de la gauche. C'est certain que ce scrutin aujourd'hui clarifie un petit peu les positions de la gauche et les dissensions qu'il y avait au sein de la NUPES qu'on a vu ces derniers mois très clairement. Et là-dessus, Raphaël Glucksmann a
En fait, on sait qu'au moment des présidentielles, il y avait aussi toute une partie des personnes qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon qui, en fait, avaient déserté le PS et n'avaient pas voté pour Anne Hidalgo. Donc, en quelque sorte, c'est un retour à la maison que certains des électeurs vont opérer. Et on sait qu'il y a particulièrement beaucoup d'indécis aujourd'hui pour ces européennes chez les gens qui ont voté pour Mélenchon en 2022 et également dans le camp des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour. Donc c'est exactement en fait la marge de manœuvre de Raphaël Glucksmann qui est la plus grande du côté de LFI et du côté de la majorité présidentielle. Émilie ? Raphaël Glucksmann, il a peut-être un petit trou de souris qui est créé par un contexte particulier sur la matière écologie. Parce qu'on voit que ça a complètement changé au fil des années. L'écologie, c'était quand même au centre de ces élections européennes. On a vu en 2009 et en 2019 notamment le parti écologiste réaliser des bons résultats. C'était le troisième parti, il me semble, si je ne me trompe pas, qui arrivait en tête. Alors que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui sont contre cette cadence écologiste vers laquelle nous entraîne l'Europe. Et dernièrement, avec la crise agricole, c'est encore plus flagrant. Du coup, il y a une critique et on voit bien que les écologistes sont en difficulté. Donc Raphaël Glucksmann peut aussi peut-être récupérer ces gens qui sont un petit peu perdus, ou ces femmes, puisque vous dites qu'il y a une partie, qui sont pour l'écologie, mais qui ne voient plus dans ce parti écologiste une ressource suffisamment porteuse. Je veux bien vous entendre parce que dans l'étude Destin commun que vous avez réalisée, donc je rappelle France et 3 autres pays européens, Allemagne, Pologne, Espagne, il y a effectivement un peu qu'attendent les électeurs de ce scrutin, notamment les électeurs français. Je vous propose de regarder la réponse sur l'écologie, c'est intéressant. 61% des Français considèrent, je cite, que l'Union européenne devrait jouer un rôle de premier plan sur les enjeux climatiques et environnementaux, même si les États-Unis et la Chine n'en font pas autant. 61%, c'est quand même un score assez puissant. Comment vous l'analysez et est-ce que, moi je le mets un peu en miroir avec la crise du monde paysan, du monde agricole qu'on vient de vivre? Il n'y a pas un peu une contradiction entre ce chiffre et la crise, ce qui a été finalement, ce que révèle l'anxiété ou la colère du monde paysan? Oui, c'est effectivement un des enseignements majeurs de notre étude, c'est qu'il y a en fait des attentes fortes, élevées, pour l'Europe sur la question écologique au sens large. En fait, c'est la vision d'une Europe forte, d'une Europe souveraine et d'une Europe écologique. C'est ces 3 dimensions-là. Oui, et beaucoup aussi forte et souveraine vis-à-vis d'autres puissances mondiales, notamment les États-Unis et la Chine. Donc là, ce qu'on peut lire là-dedans, c'est une forme de pragmatisme et de lucidité dans un contexte géopolitique incertain et voire dangereux. Il faut une Europe puissante dans ce contexte. Se raccroche à une Europe puissante, mais également cette attente d'un leadership climatique européen qui effectivement convainc 6 Français sur 10. Et là aussi, ces Français disent « cela me rendrait plus fier d'être européen », ce qui est assez fort. Ça pourrait réactiver en quelque sorte la fierté d'être européen. Alors, qu'en est-il sur l'agriculture? Là, effectivement, il y a des tensions, parce que l'Europe, aujourd'hui, est plutôt vue comme l'ennemi de l'agriculture, dans le sens où elle générerait de la concurrence déloyale pour les agriculteurs. Mais là-dessus, pour revenir à Raphaël Glucksmann, justement, il me semble qu'il a à de nombreuses reprises montré qu'il n'avait pas voté pour les accords de libre-échange, ce qui a été plutôt le cas de la majorité présidentielle. Donc il essaie de marcher sur cette ligne étroite où il est à la fois très en soutien d'une politique climatique ambitieuse et d'un Green Deal, donc d'un pacte vert européen ambitieux mais aussi social, et en même temps en soutien d'une agriculture européenne plus protégée. Florent Badillot, là-dessus, parce que c'est vraiment c'est le premier thème de notre débat demain, le pacte vert est-il trop contraignant? Derrière ça, moi ce que je trouve intéressant, c'est la critique à tort ou à raison exprimée par les agriculteurs d'une Europe un peu hors sol, qui prend des décisions, qui impose des normes sans avoir suffisamment discuté, sans concertation suffisante avec les principaux intéressés. Est-ce que pour vous c'est un enjeu important de ce scrutin, ça ? Il est certain que, on le disait tout à l'heure, la compréhension de la mécanique européenne, la manière dont la France peut agir dans l'Union européenne et dont les politiques européennes sont transcrites au niveau national, c'est la clé de l'appréciation ou de la dépréciation de l'Union européenne. Et effectivement, il y a un moment de cristallisation sur la crise agricole. Mais un moment de cristallisation qui a été d'ailleurs exploité par l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que, ce que disait Sophie Coignard tout à l'heure, c'est que le Premier ministre a mis en cause la bureaucratie européenne sur les haies de mémoire. Le Rassemblement national y est allé de son...
alors qu'en réalité, il n'y a pas eu d'éléments plus concertés que la politique agricole commune. Il n'y a pas eu une telle capacité de plonger dans le détail que la politique agricole commune. Et une partie de ce que les agriculteurs reprochent aujourd'hui, on le verra dans les élections professionnelles agricoles, c'est aussi le modèle de politique agricole qui a été négocié par les organisations syndicales, la FNSEA en tête. Donc, on est typiquement dans le cadre de débats biaisés où les acteurs qui ont une responsabilité extrêmement forte se défaussent sur l'Union européenne. Et donc on n'arrive pas à avoir un débat qui soit réel sur l'Union européenne, sur ses bénéfices ou sur ses travers, parce qu'en réalité, chaque acteur a trouvé un bouc émissaire commode et les 3 mois de campagne qui vont se dérouler seront en quelque sorte l'auto-da-fé permanent de l'Union européenne pour tous les maux que la France connaît. Ouais, effectivement, on rejoint les arguments que vous nous donniez tout à l'heure. On va faire un peu de pédagogie, poser une question toute simple. Au fait, comment ça marche le Parlement européen? Je propose à Mathias Arès de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau, puisqu'on va, on va voter le 9 juin pour ces députés qui siégeront à Strasbourg. Et alors, on peut dire d'ores et déjà, Mathias, bonsoir. Bienvenue, que sauf immense surprise, aucun groupe politique ne devrait être majoritaire à lui seul le 9 juin prochain. Oui, et malgré ça, il faut se poser la question de comment gouverner dans ces conditions. Alors c'est toute l'essence du Parlement européen, de son scrutin proportionnel et de ses jeux d'alliance, la négociation. Et pour cause, au sein même d'un groupe politique, différents partis peuvent ne pas être d'accord. Par exemple, un LR français du PPE, du Parti populaire européen, sera souvent plus en adéquation avec un Allemand des sociaux-démocrates qu'avec un Tchèque de son propre groupe, qui lui est plutôt souvent eurosceptique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les intérêts politiques nationaux et les courants d'idées ne sont pas nécessairement liés aux groupes politiques, qui ne sont bien souvent que des structures de rattachement, Thomas. Alors, comment faire pour voter ces textes ? Tout l'enjeu sur l'ensemble des votes est de construire des compromis avec pratiquement tout le monde. En fait, il faut ratisser assez large, comme nous l'explique Arnaud Danjean. Il est eurodéputé LR français. C'était au micro d'Audrey Vuettaz. Même si, traditionnellement, on a tendance à considérer que de là à là, on a des partis qui sont plutôt pro-européens et qui donc ont plutôt vocation à travailler ensemble, ça ne garantit absolument pas que sur tous les textes, il y aura cette coalition majoritaire. Chaque texte donne lieu à une configuration différente. Ça, c'est très important à comprendre et parfois, c'est un des éléments les plus difficiles à appréhender pour un public français. Alors, un sénateur fin connaisseur des arcanes de Strasbourg nous a par exemple expliqué qu'au Parlement, plus que les idées politiques, le réseau et l'ancienneté, notamment, priment pour se voir adopter un texte. Est-ce que ça marche ? Oui, mais, voilà, c'est le mais de toujours. Avec 705 députés actuellement, 8 groupes hétérogènes en leur sein, c'est un mammouth difficile à mettre d'accord avec lui-même. Là encore, parole d'eurodéputé. Une école de tolérance, d'une certaine façon, de compromis. En France, c'est un mot qui a mauvaise presse. Compromis égale renoncement à ses convictions, compromission et tout ça. Ce n'est pas du tout le cas ici. C'est un autre mode de fonctionnement. Mais je suis conscient aussi des problèmes que ça peut poser. C'est vrai que cette recherche permanente du compromis, cette difficulté parfois à faire avancer des dossiers qui nous paraissent, nous, évidents au regard de nos logiques nationales ou partisanes, ça peut être perçu comme étant très pénible ou handicapant. Voilà, le Parlement arrive malgré tout parfois quand même à voter des grands textes. Dernier exemple en date, le vote en faveur d'une circulation facilitée des méga-camions dans toute l'Union européenne hier, ou encore la loi de novembre dernier pour la restauration de la nature. Merci beaucoup Mathias. 705 députés aujourd'hui, il y en aura 720 à l'issue du scrutin le 9 juin. Alors c'est important d'expliquer ce compromis entre les différents groupes, Sophie Coignard. Ça explique pourquoi, c'était l'une des mini-polémiques de ces derniers jours, pourquoi Raphaël Glucksmann vote plus de 80% des mêmes textes que Valérie Ayé. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les, dans les prises de parole de Raphaël Glucksmann. Enfin, ce qui se retrouve, c'est la volonté de se démarquer, parce qu'effectivement, l'argument choc, mais qui n'est pas un argument de mauvaise foi d'ailleurs, l'argument choc de Valérie Ayé, c'est que l'Europe, le combat pour l'Europe fait partie de l'ADN de Renaissance. C'est vrai. Oui. C'est absolument vrai. Mais évidemment, c'est vrai aussi du Parti Socialiste et de Raphaël Glucksmann. C'est vrai. Alors, du Parti Socialiste, on peut éventuellement ergoter un peu, mais de Raphaël Glucksmann, vous avez raison, c'est absolument incontestable. Et donc là, on a deux candidats qui sont sur des thématiques assez proches, c'est-à-dire la défense de l'Europe, avec effectivement des petites différences, mais assez petites, qui sont tous les deux des sortants
Donc on peut regarder leur bilan, on peut regarder leur vote. Il y a 6 des 8 têtes de liste qu'on reçoit qui sont des députés européens sortants. Et donc ça complique un peu le jeu quand même. On voit bien que ça, pour en revenir vite fait à Bardella, ça aurait dû lui compliquer aussi, mais comme il a été dit tout à l'heure, ça glisse. Rien sur ses pour ailes de canard. Voilà, c'est les plumes du canard. Donc effectivement, on voit bien que Raphaël Glucksmann, en permanence, est sur deux types d'éléments de langage. Le premier, c'est « moi, monsieur, je suis aussi européen. Et c'est autant mon ADN que celui de la liste Renaissance. » Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est de dire « mais en fait, je suis plus européen, plus progressiste. » C'est-à-dire, il essaye de doubler la liste Renaissance sur la voie du progressisme. Et ça, je trouve que c'est assez bien fait. Parce qu'effectivement, ça a été, souvenez-vous, notamment lors des européennes précédentes, le grand argument inventé, si j'ose dire, par Emmanuel Macron et ses équipes, c'est-à-dire progressiste contre populisme, etc. Et donc là, on voit bien que c'était le cas lors de son discours ce week-end, c'est le cas dans ses interventions télévisées. Raphaël Glucksmann insiste sur le fait que le vrai européen, l'authentique progressiste européen, c'est lui et ça n'est pas Valérie Ayé. Alors, on va voir si ça marche. Oui, Valérie Ayé, justement. Je vous propose d'entendre un extrait de son premier meeting de campagne. Elle était à Lille et la tête de liste Renaissance, elle a vraiment lancé un appel. Écoutez. C'est pour cela que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous sur les marchés, comme à la sortie des gares, de Paris à Berlin, de Brest à Varsovie. Nous avons besoin d'Europe. J'ai besoin de vous pour tracter, pour coller, pour discuter et pour convaincre. J'ai besoin de vous partout. Bon, 13 points de retard pour l'instant, si on en croit le dernier sondage. Laurence de Nervaux, il y a d'abord le déficit de notoriété. C'est pas à lui faire injure de dire ça. C'est le premier défi à relever pour elle. Bien sûr, c'est un des visages que vos téléspectateurs vont découvrir demain, réellement. C'était un choix qui a été longuement attendu. Emmanuel Macron a mis très longtemps à poser ce choix et à le révéler. Il y avait d'autres choix, peut-être, pour donner plus de visibilité à cette tête de liste. En même temps, effectivement, dès qu'on va rentrer dans le vif des sujets et sur la technique, parce qu'il faudra bien y aller, effectivement, elle est légitime, elle connaît le fond des sujets, elle aura un bilan à défendre. Donc là-dessus, si on veut parler d'Europe aux Français, c'est une députée européenne qui est légitime de ce point de vue-là. Mais est-ce que ça se joue sur le bilan de députés européens, une élection comme ça? On va dire, la réponse est dans ma question, je crois. Je vais aller dans ce sens-là, non pas pour vous faire plaisir, mais parce que je ne le crois pas. Oui. Non, je pense que ça ne se joue pas, d'autant qu'elle n'a pas eu, sauf très récemment depuis le départ de Stéphane Séjourné pour entrer au gouvernement, elle n'a pas eu de rôle éminent au sein de l'Union européenne. Elle a été un député un tout petit peu plus mis en avant, mais guère plus. C'est un choix qui est très surprenant de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'il avait de potentielles personnalités avec une très forte surface politique, avec un vrai bilan. Thierry Breton, par exemple, était quasiment candidat pour être tête de liste. Il attendait juste qu'on lui demande. Et aujourd'hui commissaire européen et ancien ministre. Candidat pour être président de la Commission, donc il n'y a jamais de déçu. Et puis surtout, moi ce qui me surprend, c'est que le premier meeting de Lille, qui est certes un public facile, est un peu ce que moi j'appelle le syndrome Pécresse. C'est-à-dire qu'il y a un vrai déficit d'art oratoire qui peut ne pas être dirimant, sauf lorsqu'il y a une focalisation absolue sur ces points-là. Et de ce point de vue-là, je trouve que le parallèle entre Valérie Pécresse et Madame Ayé est assez fort, et je me demande si elle va arriver à se dépêtrer de cela. Oui. C'est marrant, je repose ma toute première question du débat. Est-ce que c'est pas elle qui a le plus à perdre ou le plus à jouer? Alors on va voir, parce que demain soir. Dans le cadre d'un débat, c'est quand même pas la même chose que dans un discours, d'un exercice de discours. Et c'est vrai que techniquement, elle connaît. Mais c'est vrai qu'il y a une question de personnalité et d'authenticité. En fait, moi, je me pose toujours la question quand j'entends ces discours, et c'est vrai que ça a des accents de ce que faisait Pécresse, c'est-à-dire essayer de jouer quelqu'un d'autre que ce qu'elle est. Je ne comprends pas pourquoi on utilise... C'est la spécialiste en communication politique qui nous dit ça. Oui, là, je reprends ma casquette d'experte en communication. Pourquoi on ne la laisse pas faire son style? Et j'ai l'impression qu'avec les femmes, on fait un peu ça. On leur calque une personnalité, un rôle modèle qui ne leur correspond pas du tout. Et on veut qu'elle soit comme ça, alors que peut-être, par d'autres ressorts, elle pourrait être meilleure. Et en effet, ça va être un problème, parce
que ces intonations-là qui n'en finissent pas, là, ces espèces d'accents que faisait un peu Pécresse, c'est très difficile à l'oreille. Vous avez dit l'image, mais il y a aussi l'oreille. Ça prend pas les foules, ça embarque pas les foules. Et je pense qu'il y a un problème vraiment de façon de travailler avec les femmes. Ça mériterait vraiment quelque chose, parce que c'est dommage, parce que je pense qu'elles valent le coup comme les hommes. Mais on a une façon, comme si on manquait un petit peu de figure politique. Malheureusement, la seule qui arrive à tracer sa route sans qu'on pense homme ou femme, c'est Marine Le Pen. Elle a imposé un style qui est propre à elle. On pense même pas femme-homme, on pense personnalité politique. Elle a tracé quelque chose de ce côté-là. Rachida Dati, alors on pense Rachida Dati parce que c'est vraiment une... Qui est aujourd'hui, je crois, la ministre la plus populaire du gouvernement après Gabriel Attal. Sophie Cognard, votre avis pour conclure peut-être sur... Parce qu'elle met en avant, Valérie Ayé, son histoire familiale, petite fille d'agriculteur. Il y a effectivement son bilan de députée européenne, sauf que pour l'instant, tout ça s'est totalement écrasé par la stratégie Ukraine. C'est Ukraine, Ukraine, Ukraine pour taper sur le RN. Tout à fait. Alors, ça peut être, comment vous dire, une stratégie de second rang. C'est-à-dire qu'une fois que le sujet Ukraine sera épuisé, on va découvrir qu'effectivement, Valérie Ayé est née dans la Mayenne, dans une ferme, etc., etc. Néanmoins, est-ce qu'elle a beaucoup à perdre? Évidemment. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est, comme je crois tout le monde sur ce plateau, que c'est déjà au meeting de Lille qu'elle a un peu perdu, malheureusement. Et donc, d'une certaine manière, c'est vrai que pour elle, le débat, je ne dirais pas qu'elle a tellement à perdre, mais elle a beaucoup à gagner. On peut retourner, elle a beaucoup à gagner. Elle a beaucoup à gagner. Positivement, on va dire ça comme ça. Et ce sera donc demain, 17h, sur notre antenne Public Sénat, en partenariat avec les journaux de la presse quotidienne du groupe EBRA. Ça va durer 2h30, 4 grands thèmes, 17h, 19h30. On vous attend, évidemment, ça promet d'être passionnant. On va pas en parler d'Ukraine, c'est le thème de notre seconde partie d'émission. On y vient tout de suite. Je cite quand même votre livre pour conclure. Sophie Cognard, La tyrannie de la médiocrité, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous encore une fois.